Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1. Voici les grands titres de ce 20h. Le président Alassane Ouattara a échangé ce jeudi avec Audrey Azoulay, la directrice générale de l'UNESCO. L'entretien a eu lieu au siège de l'institution à Paris. Sujet abordé, la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'UNESCO. Le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix attribué en 2019 au Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Le président du FPI, Pascal Affingué, s'exprime les attentes de son parti sur l'organisation de la présidentielle d'octobre prochain. Il a été reçu par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Ils ont évoqué notamment le processus d'enrôlement sur la liste électorale, la réconciliation nationale. Le Premier ministre Amadou Coulibaly prône le développement, la paix et la cohésion dans le Boclé. Il a entamé ce jeudi une tournée de 72 heures dans la région. Le chef du gouvernement ivoirien multiplie les rencontres sur place. Il a échangé aujourd'hui avec les cadres et la chefferie traditionnelle. Depuis le 31 janvier 2020, le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne. Après ce divorce, l'État britannique s'attelle à rebâtir de nouvelles relations avec l'UE et ses partenaires. Mais à quoi consiste ce nouveau type de coopération? Le Brexit ou le nouveau départ sera dévoilé dans le dossier politique de ce 20h. Soyez les bienvenus sur RTI1. Nous nous rendons tout de suite au siège de l'UNESCO à Paris, en France, pour voir la rencontre entre le président Alassane Ouattara et la directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, Mme Audrey Azoulay, et le président Ouattara ont parlé coopération ainsi que du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, prix attribué, vous vous souvenez, l'année dernière au Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Mama Traoré pour le reportage. Entre la Côte d'Ivoire et l'UNESCO, l'histoire remonte au 27 octobre 1960, date de l'adhésion du pays à cette institution onusienne chargée de l'éducation, de la science et de la culture. Après 6 décennies de coopération aux acquis notables, les deux parties sont décidées à la renforcer, volonté matérialisée ce jeudi matin par la visite du président Alassane Ouattara au siège de l'UNESCO à Paris. Elle a été marquée par un entretien entre le chef de l'État et la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay. Nous tenions à venir saluer Madame la directrice générale pour son élection. Comme vous le savez, la Côte d'Ivoire l'a soutenue parce que nous estimons qu'elle avait tout ce qu'il fallait pour faire un travail important. L'expérience montre qu'elle apporte une grande contribution au renforcement de cette grande institution. Et donc, je suis très heureux d'être là ce matin. Et vous savez également que l'UNESCO abrite le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Donc nous en avons discuté pour voir comment organiser les choses pour le futur. Je voudrais remercier Madame la directrice générale, lui dire que nous avons beaucoup de compatriotes qui sont employés ici et je sais qu'ils font du bon travail, qu'ils contribuent du mieux qu'ils peuvent au fonctionnement de l'institution. Ces dernières années, l'UNESCO a financé et mis en œuvre 23 projets en Côte d'Ivoire, des projets axés sur l'alphabétisation, l'autonomisation des jeunes et des femmes, la liberté d'expression des médias. Sont également inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, la ville historique de Grand-Bassam et les parcs nationaux de Taï et de la Comoé. Autre rencontre qui concentre également l'actualité, c'est celle entre le président du FPI, Pascal Affingué, et le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Le président du Front populaire ivoirien est allé exprimer les attentes de son parti sur l'organisation de la présidentielle d'octobre prochain au vice-président ivoirien. Le processus d'enrôlement sur la liste électorale, la réconciliation nationale ont été évoqués. On retrouve Mama Traoré. Au nom du chef de l'État, le vice-président de la République reçoit une délégation du Front populaire ivoirien FPI au palais présidentiel. Cette rencontre se tient à la demande du président du FPI pour échanger sur la situation sociopolitique du pays. Pascal Affingué a donc évoqué avec Daniel Kablan-Duncan les attentes de son parti quant à l'organisation de l'élection présidentielle d'octobre 2020. Nous sommes venus nous ouvrir au chef de l'État et au gouvernement sur ces questions et faire des propositions pour que la commission électorale indépendante, notamment la commission centrale, intègre tous les acteurs majeurs.
Et donc que les décisions soient prises pour que tous les acteurs majeurs de la vie politique soient représentés dans cette commission électorale indépendante et que les commissions locales soient réorganisées de manière à refléter l'ensemble des forces politiques du pays. Autre sujet abordé durant ces 2 heures d'échange, le processus d'enrôlement sur la liste électorale, le procès Laurent Gbagbo-Charles Blé Goudé devant la Cour pénale internationale, la réconciliation nationale et même le mandat d'arrêt lancé contre Guillaume Soro, l'ex-président de l'Assemblée nationale. Nous nous inquiétons par rapport à la situation actuelle et nous avons tenu quand même à l'exprimer pour que le président voit dans quelle mesure il peut agir pour que personne, aucun Ivoirien, n'ait des raisons de mettre à mal la paix et la stabilité de ce pays, surtout dans la perspective des élections présidentielles de 2020. Et Pascal Affi-N'Guessan de réaffirmer la volonté de maintenir le dialogue avec le pouvoir pour la bonne marche de la démocratie en Côte d'Ivoire. Et nous prenons tout de suite la direction de Boclé, où le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly prône le développement, la paix et la cohésion. Il a entamé aujourd'hui même tournée de 72 heures dans cette région. Le chef du gouvernement ivoirien multiplie les rencontres sur place. Il a échangé aujourd'hui avec les cadres et la chefferie traditionnelle. Alexis Ouedraogo. Voilà le Boclé mobilisé pour recevoir ce jeudi le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly. L'effet immédiat de cette visite, la côtière a été plus ou moins polie, nous a permis de faire, alors qu'on faisait 6 heures, 7 heures de route, en moins de 3 heures de temps, on est venu à Fresco et à Sessandra. Le Premier ministre entame une visite de travail de 72 heures dans la région en vue de s'imprégner des réalités du terrain et propulser les actions de développement. Nous venons donc, au nom du président de la République apporter de bonnes nouvelles à cette belle région du Boclé. À la résidence du préfet, la chefferie traditionnelle et les cadres saluent les actions déjà entreprises dans le département et surtout les actions à venir. Nous sommes convaincus que la JBC gouvernementale que tient jalousement le chef du gouvernement en venant ici à Fresco est très profonde et contient beaucoup de choses. La population qui vous reçoit aujourd'hui sait, pour vous avoir observé depuis votre accession au poste de Premier ministre, que vous ne vous déplacez jamais les mains vides. Rénovation de l'hôpital général, adduction en eau potable, autant de points évoqués auxquels le chef du gouvernement répond. Amadou Gon Coulibaly appelle surtout à la paix. Ce que vous voulez, c'est avoir un peu plus d'eau. Ce que vous voulez, c'est avoir un peu plus d'électricité. Ce que vous voulez, c'est que vos enfants puissent aller à l'école. Ce que vous voulez, c'est pouvoir mieux donc, vous soigner. Ce que vous voulez, c'est que les producteurs agricoles gagnent un peu mieux donc, leurs revenus. C'est ça les préoccupations donc, de Fresco. Et je vais vous dire que ces préoccupations-là, ce sont également les préoccupations du gouvernement et les préoccupations du président de la République. Ce qui n'a pas encore été fait, je vais prendre l'engagement que ce sera fait. Mais apprécions également ce qui a déjà donc, été fait de 2011 donc, à maintenant. Le chef du gouvernement a aussi reçu en début d'après-midi les jeunes et les femmes à qui le même mot de paix, socle de développement, a été présenté. Et à la suite de cette rencontre avec les cadres du département et la chefferie traditionnelle, le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly a officiellement lancé les travaux de bitumage de la voirie de Fresco, une action saluée par les populations et qui devrait voir leur mobilité s'améliorer, comme nous l'explique Alexis Ouedraogo. Deuxième temps de cette rencontre du Boclé, le lancement des travaux de bitumage de la voirie de Fresco. Le Premier ministre a décidé donc d'offrir 5 km de bitume à la ville de Fresco. Donc nous allons lancer ces travaux-là. Ça va régler le problème de mobilité donc, dans la ville et lui donner quand même une certaine allure, donc plus agréable. Dans le cadre du programme du gouvernement, la côtière va être transformée en autoroute. La sortie d'Abidjan, on a un projet d'Abidjan jusqu'à Songon. Les marchés sont en train d'être passés, donc c'est un financement de la BAD. Vous avez donc de Songon, Dabou, Grand Laou, c'est un financement chinois, le contrat a été passé et les études sont en train d'être terminées
entre Grand Laou, Fresco, Sassandra et San Pedro pour l'étude. Donc je pense que c'est ce que M. le Premier ministre a annoncé. On va finir donc assez rapidement les études de sorte que les financements et les travaux puissent démarrer. Pour l'heure, la côtière restera bien entretenue le temps de la fin des travaux. Et toujours dans le Boclé, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly annonce d'autres grands projets. Il a échangé avec les populations au cours d'un meeting ce jeudi. Amadou Gon Coulibaly a évoqué la paix, le rassemblement, la cohésion et des actions de développement au profit des filles et fils du Boclé. Témoin de ce meeting, Herman Guivé. Si la ville de Fresco n'est pas avare en brise de mer, elle a démontré qu'elle sait recevoir ses hôtes de marque. En visite de travail dans le Boclé, Amadou Gon Coulibaly, le Premier ministre, prend un bain de foule. Des populations de Fresco venues écouter le chef du gouvernement et entendre les bonnes nouvelles dont il est porteur. De bonnes nouvelles précédées d'actions concrètes dont la remise symbolique de chèques aux jeunes pour financer leurs projets. Ceux-ci s'inscrivant dans le cadre de l'opération Agir pour les jeunes. Monsieur le Premier ministre, nos populations sont confrontées à la question de la desserte en eau potable et pourtant, nous sommes entourés totalement de lagunes. Le château en service, en ce moment, ne couvre plus les besoins de la ville, si bien que nous assistons impuissamment à ce triste spectacle qui fait réveiller toute la ville en pleine nuit à la recherche de l'eau. Cette situation est la principale doléance de toute la population de Fresco que je porte à votre attention. Une occasion à saisir pour les élus et porte-parole des populations pour faire le lit de quelques doléances. Direction de Dacioko en sous-préfecture, un débarcadère à Fresco, un marché central à Fresco, un commissariat de police à Fresco, un centre de formation professionnelle à Fresco, la réhabilitation du lycée de Fresco, la construction de 2 brigades de gendarmerie à Gbagbam et à Daïri, l'amélioration des plateaux techniques médicaux de Dacioko, Fresco, Gbagbam et Daïri. Les populations du département de Fresco rassurent de leur loyauté et de leur fidélité au président de la République et à vous, monsieur le Premier ministre. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a fait l'annonce du démarrage de grands travaux dans la région du Boclé, pour le bonheur des populations. Ici, dans la région du Boclé, et tout particulièrement dans le département de Fresco, en matière donc d'infrastructures routières, les travaux de reprofilage de routes en terre ont déjà concerné pour la période 2015-2017, plus de 350 km de route. La troisième phase de ce programme concernera, au cours donc de 2020, 408 km dans cette région, afin de faciliter l'écoulement des produits agricoles et le déplacement des populations. En matière d'adduction d'eau, je dois dire que la région a quand même bénéficié de 248 pompes à motricité humaine, d'infrastructures d'hydraulique villageoise améliorées. Cependant, après avoir écouté les chefs traditionnels et le porte-parole des populations, j'ai le plaisir de vous annoncer, chers chefs traditionnels et chères populations, que d'importants investissements d'un montant de 10 milliards de francs CFA sont prévus dans cette région. Et pour le département de Fresco, notamment les sous-préfectures de Daïri, Fresco et Gbagbam, ce sont 45 nouveaux systèmes d'hydraulique villageoise qui seront réalisés, 4 nouveaux systèmes d'hydraulique villageoise améliorés et 50 km de linéaires qui seront construits dans le cadre de travaux d'extension hydraulique urbaine. Et j'ai le plaisir de vous annoncer, pour ce qui concerne Fresco également, que nous avons signé avec un groupe qui s'appelle Mitreli et que le deuxième château d'eau de Fresco sera bien et bien construit. En matière donc d'électricité, il est prévu la réalisation de 8 collèges sur la période 2020-2023. Nous avons noté la doléance particulière en ce qui concerne le lycée de Fresco. Je prends ici l'engagement d'en parler avec Madame le ministre de l'Éducation nationale pour que dans le cadre de tous ces programmes, nous puissions les restructurer pour que la priorité soit accordée au lycée de Fresco. Amadou Gon Coulibaly a également véhiculé un message de paix aux populations à l'orée des élections de 2020. Je sais que je peux compter sur vous, chers parents de Fresco, pour être partout
des messagers de paix et des acteurs dévoués au développement de votre région et partant de la Côte d'Ivoire. Merci à chacune et à chacun pour ce bel hommage au président de la République, à qui je rendrai fidèlement compte de votre engagement. Les populations de Fresco peuvent d'ores et déjà se réjouir. Au menu de la présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly dans le Boclé, la mise sous tension d'un quartier de la ville de Fresco. Et avant son départ dans la région de Boclé, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a présidé la Convention mondiale du cajou dans la commune de Port-Boué. Notons que c'est la première fois que le continent africain accueille ce type de rencontre et le choix a été porté sur notre pays qui prône la transformation de la noix de cajou. Les participants ont planché sur l'avenir durable du secteur. Francis Boifo. Cette année, les Journées nationales des exportations de cajou de Côte d'Ivoire Ginexi coïncident avec l'organisation de la Convention mondiale du cajou WCC. Durant 72 heures, les acteurs nationaux et internationaux de 36 pays du monde vont réfléchir sur le développement durable de la filière mondiale du cajou. Nous appelons de tous nos vœux à un partenariat international plus accru, mettant l'emphase sur les échanges d'expériences, les transferts de compétences et de technologies. Nous devons être capables d'élaborer des normes de qualité standard de cajou brut et de conclure des accords contractuels applicables et exécutoires. La Côte d'Ivoire s'honore d'abriter la première rencontre internationale sur le cajou en Afrique. Le pays en est le premier producteur mondial. Les autorités ont initié plusieurs réformes pour développer la filière et augmenter les revenus des paysans. Nous avons donc conçu et mis en œuvre un programme ambitieux à l'intention des investisseurs. Donc, je voudrais rappeler ici 3 mesures majeures. La première consiste à octroyer aux unités industrielles des subventions à la transformation locale du cajou de 400 francs par kilogramme d'amandes blanches dépelliculées vendues. Ainsi, sur la période 2016-2019, l'État de Côte d'Ivoire a payé aux industriels du cajou une subvention d'environ 11 millions d'euros. La deuxième mesure est relative à l'engagement d'un investissement de 200 millions de dollars américains pour la compétitivité de la chaîne de valeur du cajou. Il s'agit d'un programme conçu en partenariat avec la Banque mondiale et qui court jusqu'en 2023. Ce programme vise notamment à renforcer l'organisation et la gouvernance de la chaîne de valeur de l'anacarde, afin de réduire les coûts de commercialisation, à accroître la productivité de la culture du cajou, à améliorer l'accès au marché des noix brutes et faciliter l'installation des unités de transformation dans les différentes régions de production de notre pays. Enfin, nous avons adopté en juillet 2019 des mesures additionnelles d'incitation fiscale et non fiscale au bénéfice des industriels du cajou. En plus des B2B et des échanges d'expériences, cette rencontre d'Abidjan sur le cajou, la plus grande du monde, au dire des organisateurs, permettra aux entreprises d'exposer leur savoir-faire. Et pendant que ces réflexions se tiennent sur l'avenir du cajou, un incident malheureux est survenu. C'est un incendie qui a consumé entièrement le bâtiment abritant les sections névralgiques de l'unité de transformation de noix de cajou d'Odiéné. Les origines du feu sont encore inconnues. Les flammes, vous allez le voir, ont eu raison de la majorité des machines installées dans ce bâtiment. Mais heureusement, pas de perte en vie humaine. Kolo Coulibaly. Voici ce qui reste de l'unique usine de traitement de noix de cajou d'Odiéné. Les dégâts sont énormes. Le feu a eu raison de la majorité des machines installées dans ce bâtiment. C'est notre usine qui est cœur de Kabadou, qui est partie en fumée. Tout est parti en fumée. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Selon les responsables de l'usine, c'est plus de 800 emplois directs et indirects qui sont en danger. Les employés sont dans une situation inquiétante, surtout que la campagne 2020 de commercialisation de noix de cajou vient de démarrer. C'est ici, on prenait les produits pour pouvoir avoir un meilleur prix. Le prix fixé par l'État. Mais aujourd'hui, si cette usine ne participe pas à la campagne, on est exposé à des acheteurs véreux. Face à l'inquiétude des travailleurs, la présidente directrice générale du groupe CITA rassure. Il faut des travaux d'envergure pour qu'on puisse
espérer participer à la campagne de cette année 2020. Mais je voudrais dire à nos chers parents de continuer les bénédictions. Nous allons nous battre pour qu'on puisse participer à la campagne. Avec une capacité de production de plus de 50 000 tonnes par an, l'usine de traitement d'anacarde de Djenné est entièrement partie en fumée avec la totalité de son contenu. Vous vous souvenez, le 31 janvier 2020, le Royaume-Uni officialisait son divorce avec l'Union européenne. La page tournée, l'État britannique s'attelle maintenant à rebâtir de nouvelles relations avec les 27 autres pays membres de l'UE et ses partenaires. Mais comment percevoir ce nouveau type de coopération? Quelle est sa configuration, son contenu et ses implications? Le Brexit ou le nouveau départ est décrypté dans le dossier politique de ce 20h, signé Herman Guivé. C'est effectif. Le Royaume-Uni quitte l'Union européenne, mais pour y arriver, quel parcours? Le Brexit est une abréviation de British Exit, traduction sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Pour la petite histoire, tout commence en janvier 2013. David Cameron, alors Premier ministre du Royaume-Uni, propose un référendum sur le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Ce référendum est lui-même une promesse de campagne que le candidat Cameron avait engagée alors qu'il briguait un second mandat de Premier ministre. Le divorce du Royaume-Uni avec l'Union européenne ne se fera pas ipso facto, car en réalité, l'Europe ne semble pas du tout préparée à accepter l'idée du départ du Royaume-Uni de l'Union européenne. C'est quand même quelque chose qui m'affecte un peu parce que voilà, c'est les Anglais, leur humour, etc. Ça fait partie pour moi de l'Europe pleine et entière. Ce départ qui signifierait pour l'Union européenne la perte de l'une de ses 3 plus puissantes économies et le début d'un délitement de cette union. Entré dans le bloc européen en 1973, le Royaume-Uni est le premier pays à le quitter. Après 60 ans de vie au sein de cette union, une volonté de rupture avec l'Union européenne actée par un référendum le 24 juin 2016, les Britanniques votent en faveur de la sortie de leur pays de l'Union européenne. Le vote révèle cependant une division sur l'idée de cette sortie de l'Union européenne, tandis que Londres, l'Écosse et l'Irlande du Nord voulaient rester dans l'Union européenne. Le nord de l'Angleterre, le pays de Galles, vote largement contre. David Cameron, qui avait appelé à un maintien au sein de l'Union européenne, démissionne et passe le tablier à Theresa May, qui se donne pour mission première de conduire les négociations qui devraient permettre d'aboutir à la sortie effective du pays de l'Union européenne. Un processus de négociation de sortie entaché de rebondissements tant au sein du Royaume-Uni que de l'Union européenne. Le Royaume-Uni et l'Union européenne pendant presque 2 ans avant d'aboutir à un accord. Le 31 janvier 2020, à minuit, le Royaume-Uni sort de l'Union européenne. Je pense qu'aujourd'hui est un grand jour pour la Grande-Bretagne. Nous nous sommes libérés des chaînes de l'Union européenne. C'est un jour où ce pays peut à nouveau prospérer. C'est juste un sentiment de tristesse écrasant. Je veux dire que oui, je suis déçu dans une certaine mesure parce que je suis pro-Union européenne. Au lendemain de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, le négociateur en chef de l'Union européenne pour le Brexit, Michel Barnier, affirme que l'Union est prête à faire certaines concessions au Royaume-Uni sur le plan commercial. Nous sommes prêts à offrir un accord commercial très ambitieux comme pilier central de ce partenariat avec notamment aucun tarif douanier et aucun quota sur tous les biens entrants. Cet accord constituera le pilier central du partenariat avec Londres et vise notamment à éliminer tous les droits de douane et tous les quotas sur les liens échangés avec le continent. Se prononçant sur sa vision de la désormais future relation de son pays avec les 27 États membres de l'Union européenne, après le Brexit, le Premier ministre britannique Boris Johnson assure que le Royaume-Uni ne mènera aucune concurrence déloyale à l'Union européenne sur le plan commercial, économique et environnemental. Il rejette cependant tout aliment sur les règles de l'Union européenne en matière de libre-échange. Il n'est pas nécessaire qu'un accord de libre-échange implique l'acceptation des règles de l'Union européenne sur la concurrence, les subventions, la protection sociale, l'environnement ou toute autre chose similaire, pas plus que l'Union européenne ne devrait être obligée d'accepter les règles britanniques. Tout sujet en rapport avec le commerce devra être soumis à de fortes négociations. Boris Johnson envisage de restaurer la pleine souveraineté de son pays sur ses frontières. L'immigration, la concurrence, les règles encadrant les subventions, les approvisionnements, la protection des données. Le Royaume-Uni continuera d'observer les règles
de l'Union européenne pour ce qui concerne les traités déjà envisagés avec ses partenaires sur une période de transition qui court jusqu'au 31 décembre 2020. Passé cette date, des réformes sérieuses seront engagées. Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, les traités engagés concernent les APE, les accords de partenariat économique commerciaux. Les partenaires africains ne devraient pas avoir de crainte à ce sujet. Fin d'un marathon qui aura duré presque 4 ans. Voilà, le Brexit ou le nouveau départ du Royaume-Uni après son divorce avec l'UE, c'était le dossier politique réalisé pour vous par Herman Duvet du service politique et actualité internationale de la rédaction de RTI 1. Une équipe d'experts de l'agence japonaise de coopération internationale sillonne des localités. Il s'agit de donner des rudiments aux agents des collectivités locales afin qu'ils comprennent mieux les besoins des populations liés aux infrastructures publiques. On en sait plus avec Michel Digré. Quelle méthodologie les fonctionnaires des collectivités territoriales doivent adopter pour mieux cerner les besoins des populations liés aux infrastructures publiques? L'idée est qu'ils soient mieux outillés à préparer des plans de développement basés sur les besoins réels des personnes et selon les priorités clairement identifiées. Une équipe d'experts de l'Agence japonaise de coopération internationale vient de réaliser une enquête dans la région du Haut-Sassandra. Après les recommandations qui en découlent, le directeur général de la décentralisation donne la feuille de route à ses collaborateurs. Ces enquêtes constituent un bon diagnostic. Ces enquêtes constituent une photographie, un état des lieux. C'est en cela que cet atelier est très déterminant en ce qu'il va aider à améliorer la gestion de nos populations. Nous avons maintenant un instrument de travail qui nous permet de disposer d'une cartographie des localités concernées par le PCNCI. Et donc le Japon vient de nous indiquer la voie à suivre. De 2013 à 2016, la première phase du projet dans la région du Boclé a donné des résultats encourageants en ce qui concerne le renforcement des capacités des agents des collectivités territoriales. C'est cette expérience que nous allons partager dans le Haut-Sassandra. L'équipe d'experts a partagé le plan des projets pilotes à mettre en œuvre. Elle a également expliqué le processus de sélection des sites devant être achevé au cours de la prochaine réunion du comité conjoint de coordination en avril prochain. Les chefs traditionnels réunis au sein de l'Union des chefs de tribus, des chefs de village, des chefs de communauté et des notables du département de Bouaké se sont retrouvés à Kwasi-Blekro. Au cours de cette rencontre, les têtes couronnées se sont engagées à promouvoir la paix, l'union et la cohésion sociale. On en sait plus avec Boubacar Silla et Kader Sogodogo. Rencontre chefs traditionnels et chefs de communauté à Kwasi-Blekro, commune de Bouaké. La paix, l'unité, la cohésion sociale et le développement local sont les points abordés au cours des échanges. Une initiative de l'Union des chefs de tribus, des chefs de village, des chefs de communauté et des notables du département de Bouaké. Occasion pour les chefs traditionnels d'exprimer leur reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara et au gouvernement pour les actions de développement réalisées dans la région de Bouaké. En tant que président régional de la Chambre des rois et chefs traditionnels, nous avons tourné pour vous expliquer la nécessité d'être ensemble, pour vous expliquer la nécessité de créer des développements sociaux, des développements économiques et des développements humains. Au nom du Premier ministre, le ministre des Transports, Amadou Koné, cadre de la région de Bouaké, salue l'action des chefs traditionnels. Il invite les têtes couronnées à promouvoir la tolérance et à travailler pour la réconciliation, l'inclusion et le développement. Nous sommes dans une année qui est une année importante. Ce qu'il faudra préserver, c'est notre unité. C'est l'amour des uns pour les autres. Et ceci étant fait, tous les autres débats pourront se faire, des débats en vue donc, du développement harmonieux de notre nation. Et les remercier pour ce qui est fait, les encourager et leur dire qu'ils ont tout notre soutien. Pour célébrer la noblesse en pays Akan, un festival dénommé Angwa Festival verra le jour. Le train donc de Nana Agni, qui à la vitesse de croisière va devenir Angwa Festival, est sur les rails. Pour avoir le développement, il faut la cohésion, il faut la paix.
Créée en 2019, l'Union des chefs de tribus, des chefs de village, des chefs de communauté et des notables du département de Bouaké regroupe l'ensemble des 13 chefs de canton, des 350 villages et des chefs de communauté du département de Bouaké. Et avec son talent, il prône aussi la paix. Il s'agit de l'artiste ivoirien Tikenga Fakoli qui entame dès demain vendredi une tournée de 10 jours dans plusieurs villes ivoiriennes. Cette première phase de la tournée artistique de Tikenga vise à sensibiliser les populations à la paix et il vous donne rendez-vous demain au stade, à la place Figayo à Yopougon pour un concert live, comme nous le rapporte Issa Tchonayeo. Tikenga Fakoli, artiste engagé, prêt à jouer sa partition à la préservation de la paix en Côte d'Ivoire. Une volonté réaffirmée au sein de son studio à Yopougon. À travers son concept, tournée nationale, élection sans gbangban. L'objectif, c'est d'aller vers mes compatriotes, leur expliquer l'importance de la stabilité. Leur expliquer que dans ce pays, nous n'avons plus le droit de nous taper dessus. Et que la meilleure manière d'honorer la mémoire des 3000 morts de la crise post-électorale, alors c'est de tout faire pour qu'en 2020, il n'y ait pas de morts. Reconnu pour son franc-parler, le natif de Gbéléban regrette que les Ivoiriens n'aient pas tiré les leçons de toutes les crises antérieures. On a un pays magnifique. Moi qui vis à l'extérieur, je crois que j'ai fait le tour et je vois aujourd'hui l'importance de la stabilité, je vois l'importance de la paix. Et donc, il est important aujourd'hui d'aller vers mes compatriotes, leur expliquer l'importance de cette stabilité-là. C'est-à-dire, faisons tout pour ne pas casser encore ce pays. Pour Tikenga, tous les débats sont possibles en démocratie, pourvu que les voies légales soient utilisées. Les politiques ont des problèmes entre eux. On souhaite qu'ils les règlent entre eux. Il y a des voies juridiques, des voies politiques pour les régler. Le développement d'un pays rime avec la stabilité et la paix, selon la star mondiale du reggae. Il compte mettre à profit cette tournée nationale dont la première phase est prévue du 14 au 23 février pour sensibiliser les populations à des élections apaisées et à la paix. Le démarrage de cette tournée a lieu ce vendredi à la place Figayo de Yopougon. Moi, je suis celui de Fakoli. Vous êtes nombreux à aimer Tikenga Fakoli et également nombreux à célébrer ce moment qui est célébré tous les 14 février. C'est la Saint-Valentin, une fête consacrée aux amoureux. Et les couples échangent des mots doux, des cadeaux comme preuve d'amour. Cette date est fêtée partout dans le monde. Et ici en Côte d'Ivoire, les préparatifs de cette fête se font sentir. C'est le cas par exemple dans un village à Méagui où les populations célèbrent à leur manière l'amour. Voyons les préparatifs avec David Soyo et Franck Quadio. Méagui, sud-ouest de la Côte d'Ivoire, à quelques heures de la fête du 14 février. Une certaine euphorie s'empare de plusieurs. La fièvre de la Saint-Valentin, dira-t-on. La fête de Saint-Valentin, c'est normal, parce que la femme, c'est ce qu'il fait pour toi. En tout cas, c'est grand. Les établissements de loisirs et de restauration prennent des dispositions. Les petits plats sont alors mis dans les grands. Ce matin, nous sommes là déjà pour les préparatifs de la fête de Saint-Valentin, la fête des amoureux. En tout cas, organiser une fête. Et à cette fête comme ça, nous allons récompenser 2 à 3 couples. Actuellement, nous préparons la Saint-Valentin. On a prévu beaucoup de choses. Ça sera une surprise pour Méagui. L'année passée, on a fait. Cette année, on le fera pour ce 14. Je suis venu pour réserver un espace pour mon épouse et moi, parce que c'est un événement important pour les personnes qui sont en couple. Au marché, l'heure est aux emballages de cadeaux. Je suis venue acheter cadeaux pour mon mari, comme c'est la fête de Saint-Valentin. Tu sais, c'est la fête des amoureux, donc c'est normal. Je suis venue acheter le cadeau pour mon amoureux, comme c'est la fête des amours. C'est pour cela que je suis venue acheter le cadeau. Par la grâce de Dieu, pour le cadeau de Saint-Valentin, ça marche beaucoup. Les gens viennent nombreux, ça marche. Depuis que j'ai envoyé, les gens ne font que payer. Si en ville, la célébration est sur toutes les lèvres, dans les bourgades environnantes telles Bogréagui, à 10 km de Méagui, la fête de l'amour reste un gros point d'interrogation pour la majorité. Nous, on est mariés, ça fait 29 ans, mais on ne connaît pas Saint-Valentin. Saint-Valentin. Je n'ai jamais entendu ça. Bon, voilà, le Saint-Valentin s'approche. Je m'apprête à préparer les cadeaux pour ma femme.
Le jour de Saint-Valentin, on ne va pas au champ, on sera sous à la maison. J'ai mon mari, mais je n'ai jamais fêté aussi Saint-Valentin. Le 14, je vais au champ avec mon mari. La fête de la Saint-Valentin. Des approches différentes, mais au final, le triomphe de l'amour, une réalité quotidienne devenue le temps d'une journée, l'objet de tous les élans, même dans les localités les plus reculées. Et l'amour devrait être célébré tous les jours. Bonne fête de Saint-Valentin à toutes et à tous. On se retrouve demain à 20h.